Nous voici arrivés à l'étape 8 qui sera l'étape finale de nos expérimentations de routage statique avec une série de routeurs en ligne. Nous allons mettre un point final à cette série d'expérimentations en ajoutant un serveur qui aura pour but d'illustrer une communication réseau. On va se poser les questions qui sont notamment quels sont les paramètres sur lesquels nous devons agir afin d'accéder à ce serveur en tout point de notre réseau. Donc, dans cette nouvelle présentation concernant le routage avec des routeurs en cascade en ligne, donc sous cette forme d'architecture ici de routeurs en cascade, nous avions exploré différentes manipes, différentes pistes, mis en évidence certains paramètres, certains problèmes, certaines caractéristiques, notamment quand on passait de ce schéma-là à celui-ci ou l'inverse, c'est-à-dire qu'ici on avait rajouté une carte sur le routeur R3, une carte sur le routeur R1 permettant une interconnexion, et en jouant sur la table de routage et la valeur de métrique notamment, nous avons découvert que l'intérêt de cette fonction de métrique permettait d'afficher une préférence sur la route. Donc ça permettait soit sur un schéma de base comme celui-ci d'avoir vraiment un routage en ligne, permettant de passer donc de poste 1 à poste 2, ou soit de passer ici sur un schéma préférentiel privilégiant le passage direct de là vers là pour aller de là vers là. Donc ce routeur-là devenait auxiliaire. Et par contre, si une panne survenait ici, nous étions donc garantis de pouvoir réorienter le paquet IP sans rien faire directement sur le lien du haut. Donc le routeur R2 sert donc de routeur de secours, en tout cas d'itinéraire de secours, pour interconnecter ce réseau avec ce poste et ce réseau avec ce poste. Et alors désormais ce que nous cherchons à vérifier, alors déjà c'est de contrôler que ça fonctionne toujours. On va le faire d'une autre manière, c'est-à-dire que dans la démonstration que j'avais fait concernant la rupture ici de connexion, j'avais désactivé les cartes réseau, mais c'était une façon de faire qui peut se discuter parce que c'est délibéré. Désactiver une carte réseau, c'est donc pas une panne. On pourrait penser que c'est une action qui ne se produirait pas sauf si c'était intentionnel ou est accidentel, mais en tout cas une fausse manip. Mais moi je pense qu'il vaut mieux qu'on voit ce qui se passe si vraiment le câble venait à être déconnecté. Alors câble ou connecteur ou bien interco ici si c'était un switch par exemple, ou peu importe, même un modem avec une distance ici qui ferait que cet équipement là, c'est-à-dire ce média qui passe de là à là, serait HS. Donc est-ce que le ping de ce PC là passerait par en haut alors que quand tout va bien il passe par en bas? Je vous propose de recontrôler ça avant de passer à la suite que nous allons découvrir ensuite. Donc mon PC numéro 1 avec le PC numéro 2 actuellement, si on fait un ping, donc le 1 vers le 2, ça fonctionne et nous vérifions que ça passe par en bas, c'est-à-dire ça passe par le réseau 60, ce qui est le cas. Ça passe en 3 coups, donc ça passe par là. Premier saut, deuxième saut, troisième saut. Routeur R2 pourrait même être éteint, que ça fonctionnerait quand même. Nous allons mettre une panne ici en débranchant les câbles des routeurs R1 et R3, le câble qui correspond à ce réseau gris, que j'ai appelé réseau interne gris. Je vais donc débrancher les câbles sur R1 et R3. Donc je ne vais pas aller ici comme j'avais fait désactiver lors de la présentation qui consistait à montrer la panne. Je vais plutôt aller dans la partie VirtualBox et déconnecter le câble. Et là vous allez observer qu'ici il va vous dire câble réseau débranché normalement. Voilà. Donc je vais faire ça également sur R3 pour que R3 réagisse. Parce que de toute façon c'est ce qui se produirait si le câble, si l'interco était cassé, elle affecterait instantanément les deux postes. Donc je désactive, on doit voir câble réseau débranché. Et maintenant on va retourner sur PC1 pour voir si le ping marche toujours, ce qui est le cas, et pour constater que probablement et obligatoirement il passe par en haut cette fois-ci en 4 sauts. 1, 2, 3, 4 sauts. Et ça fonctionne.
Donc voilà, j'ai fait assez rapide pour pouvoir vous montrer, ou plus exactement vous préciser, vous remontrer en fait cet état de fait quand il y a une panne donc sur l'interco et d'une manière plus naturelle en provoquant une panne ici en débranchant ce câble. C'est-à-dire que j'ai ce câble qui a disparu et ça fonctionne toujours. Voilà, donc l'objectif maintenant de cette nouvelle présentation, c'est de se poser la question, et en fait c'est à vous que je la pose, vous qui êtes en train d'expérimenter, de découvrir, d'utiliser cette série de présentations pour apprendre, comprendre, expérimenter. Eh bien la question est la suivante: si je mets un serveur sur un troisième réseau que je vais connecter à R2, donc ça veut dire une connexion ici nouvelle, donc une carte réseau que j'ajoute à R2. Sur ce réseau, je configure l'adresse 192.168.50.250 sur le serveur et .254 côté routeur. Donc je fais tout ce qui est nécessaire de faire pour assurer que ça fonctionne. Je vérifie un ping entre le serveur et cette adresse-là, ça fonctionne. La question que je pose, et je pense que vous devez y répondre sans tester, c'est-à-dire en vous posant la question de manière théorique, c'est-à-dire comme ça, à froid, et aidé du schéma et du cheminement que vous pouvez faire suivre au paquet, donc par là, ça passe par là, etc. Là, si ça va aller sur le serveur, ça passe par là. Alors attention, ici, il n'y a pas de piège, hein, j'ai voulu représenter une connexion qui traverse, donc elle n'est pas connectée. Il n'y a pas de point de jonction, bien entendu, ici, hein, ça serait une aberration. La question est, que faut-il modifier et sur quel équipement devons-nous intervenir? Est-ce que c'est là? 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 Est-ce que c'est un ensemble? Est-ce que c'est que ça ou que ça? Ou 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 seulement ça et ça? De façon à permettre l'accès au serveur. Et alors, pour vous aider, alors déjà, moi je vais vous accompagner pour vous présenter un peu comment on peut mettre en œuvre tout ça, la méthodologie, la technique, etc. Et on va faire ensemble ce serveur pour lui donner un peu de sens. Donc retenez que je souhaite qu'un serveur soit connecté sur une troisième carte réseau connectée à R2. Notez aussi que je souhaite qu'il ait l'adresse 192.168.50.250 et que du côté du routeur, j'aurai donc l'adresse 192.168.50.254. Notez aussi que c'est R2, donc je reprends mon ancien R2, je le clone, je lui ajoute une carte réseau, mais pour ne pas perturber le fonctionnement, je clone et j'arrête l'ancien R2. Lorsque je clone, je garde les adresses MAC que j'avais avant. Donc je clone, je fais un nouveau R2 et je lui ajoute une carte réseau. Cette carte réseau, je la mets sur un nouveau réseau que je vais appeler marron. Donc un nouveau pour pas avoir de conflit de domaine de diffusion entre les noirs, les verts, les rouges, les bleus et les marrons et les gris. Et je vais donc vérifier que ça fonctionne avec un ping. Voilà ce que nous allons commencer à faire. Donc, dans VirtualBox, j'ai donc arrêté mon R2, je l'ai cloné, j'ai créé un nouveau R2 auquel j'ai ajouté une troisième carte que j'ai activée et que j'ai mis sur le réseau marron. Ensuite, j'ai démarré cette machine. Elle est ici. Cette machine, elle a 3 cartes réseau. J'ai baptisé réseau marron ici, comme vous le savez, il est possible de le faire, de façon à être certain de ne pas les confondre. J'ai affecté l'adresse IP 192.168.50.254 à ce routeur. J'ai pas mis de passerelle pour l'instant. Ensuite, ce que j'ai fait également, j'ai ajouté, alors je ne l'ai pas encore démarré et on va pouvoir le démarrer,
un serveur. Alors en fait c'est un clone d'un des Windows, mais en le clonant j'ai donné une nouvelle adresse MAC. Donc là j'ai fait attention à bien spécifier une nouvelle adresse MAC et j'ai mis sa carte réseau sur le nouveau réseau marron. Ensuite je démarre cette machine. La voilà, je l'ai peint en marron pour qu'elle soit repérable. Je lui ai donné comme adresse IP l'adresse 192.168.50.250, le masque de 24 bits et comme passerelle le routeur R2 avec sa nouvelle carte. Maintenant le test que je fais, c'est de vérifier que mon serveur ping bien sa passerelle. Ce qui est le cas. Alors je ne vais pas aller plus loin pour l'instant et sur la partie réseau, et je vais laisser pour l'instant le temps de la réflexion pour produire tout ça. Donc vous constatez, je laisse cette fenêtre pour l'instant ouverte pour que vous regardiez bien l'adresse. En parallèle avec ça, j'ai ajouté dans le panneau de configuration, en faisant bien attention de spécifier le CD-ROM de Windows XP qui va me servir à aller ajouter une application, j'ai ajouté une application. Donc en fait je suis venu ici, je suis venu sur les composants Windows et j'ai ajouté l'application du serveur 2IS. Donc c'est ça, de façon à avoir un serveur web qui tourne. Serveur web qui va servir de démonstration. Donc j'ai fait suivant, j'ai accepté. Au final, lorsque c'était fait, je suis revenu ici dans les outils d'administration. Si vous ne les voyez pas, attention. Si vous ne voyez que ça, pensez à basculer sur l'affichage classique. Vous voyez l'intégralité, vous voyez vos outils d'administration. Dans les outils d'administration, vous localisez votre serveur 2IS, 2IS, 2IS. Vous l'ouvrez et vous débrouillez pour créer un nouveau site web. Alors en fait il y avait un site web par défaut, quand on ouvrait ça il y avait quelque chose dedans, j'avais fait clic droit supprimer tout à l'heure et je l'ai créé. Alors ça c'est juste avant de démarrer la présentation vidéo que j'ai préparé cet ordinateur. Qu'est-ce que j'ai mis en rapport avec ce site web? J'ai mis une page index.htm. Attention, il faut qu'elle s'appelle HTM. Je vous rappelle que nous sommes sur des Windows XP qui n'interprètent pas des noms de plus de 3 caractères sur le format d'extension. Donc pas de HTML mais HTM. Ce fichier HTM, je vais vous montrer où il se trouve. Il est dans le dossier dédié à 2IS qui se trouve là, inetpub. Donc il est sur c2.inetpub. c2.inetpub. Quand vous l'ouvrez, vous avez un www route. C'est là-dedans que j'ai mis ma page index. J'ai créé une page. J'ai fait en fait un nouveau document texte et je lui ai pas donné d'extension. Je l'ai juste appelé index. J'ai mis quelque chose dedans. Alors là, je vais l'enlever pour pas écraser mon premier fichier, vous allez voir. Mais imaginez que je l'ouvre, je ferai ça, et que je mets quelque chose dedans. Ce que j'ai mis dedans, je vais vous le montrer, je vais le faire. J'ai mis ça, HTML. J'ai mis ça. J'ai mis ça. Donc ce sont les balises pour le langage HTML. Puis ensuite, j'ai dit blablabla. Bla. Alors en fait, j'ai mis un texte. Puis j'ai fermé mes balises de cette manière-là. Donc d'abord body, puisque c'est la dernière que nous avons ouverte, c'est donc la première que nous devons refermer, et ensuite HTML, que je ferme en dernier. Vous voyez, la fermeture se distingue de l'ouverture par le slash, ici. J'ai enregistré. Au moment d'enregistrer, faites très attention, vous faites enregistrer sous, vous enlevez le type fichier extension, vous mettez tous les fichiers, vous mettez entre guillemets, très important tout ça, et vous l'appelez .htm, vous fermez les guillemets et vous faites enregistrer. En faisant ça, vous aurez votre fichier index qui va contenir blablabla. Alors là, je viens d'écraser mon fichier, tant pis pour moi, on verra bien si ça marche.
Donc là-dedans, il doit y avoir blablabla. Voilà mon site web. Ça, c'est la partie création du site. Pour revenir sur la partie manip là, dans le DZS, en fait, quand vous avez votre site ici, vous faites clic droit, propriété. Il n'y a rien à toucher ici. Il faut aller dans Documents, mettre en tête de liste ici votre fichier là que vous venez de créer, donc en jouant sur les flèches, et supprimer éventuellement tous les autres. Supprimer tous les autres. C'est tout ce qu'il y a à faire. Rien d'autre à faire. Donc votre fichier, en tête de liste, vous supprimez les autres, vous ne touchez à rien d'autre. Vous ne touchez à rien, sauf si vous savez exactement ce que vous faites. Vous faites OK, vous fermez, vous fermez. Donc cette manip là est un peu hors sujet par rapport aux expérimentations réseau, mais va nous permettre de vérifier que ça fonctionne en fait. Et donc ici, j'ai vérifié tout à l'heure mes paramètres. Je vous rappelle que nous avons fait un ping vers le serveur, enfin entre le routeur et le serveur. Plus exactement, je le fais dans le sens serveur vers routeur et ça fonctionne. Donc pas besoin de le faire dans l'autre sens et que ça doit marcher aussi. On fait OK, on valide tout ça. Alors la question que je posais, c'est faut-il modifier, et dans ce cas, que faut-il modifier, ou et quoi, pour que depuis ce PC là, mais également depuis celui-là, je puisse voir la page web de ce serveur. Alors moi je l'ai fait, le test en tout cas, je vais vous le montrer, mais est-ce que j'ai modifié ou pas quelque chose? Alors nous allons vérifier si j'ai bien ma page blablabla en indiquant ici http l'adresse de mon serveur. Voilà, est en mémoire. Voilà, j'ai bien mon blablabla. Donc mon site web blablabla est bien visible ici depuis PC1. Je vais vérifier sur PC2. Donc on va prendre navigateur web. Donc http 192.168.50.250 et j'ai bien blablabla. Voilà, donc pour moi ça marche, mais est-ce que j'ai modifié quelque chose? Et si oui, quoi? Et pourquoi ça marche? Voilà les questions que je vous invite à vous poser, mais surtout à vous les poser sans bidouiller entre guillemets en disant il faut que ça marche, donc je vais faire ça, donc je le fais tout de suite et on verra bien après. Surtout pas ça. La bonne pratique, la bonne idée, la bonne manip, maintenant que vous êtes arrivé à ce stade, c'est de se dire, ben non, je dois juste faire ça, ou bien je ne dois rien faire, ou je dois faire ça, ça et ça. En tout cas, ce que vous devez faire ou ne pas faire, vous devez absolument en décider par vous-même, sans hésitation, en vous aidant du schéma. Moi, ce que j'aimerais que vous arriviez à comprendre par rapport à mon intention, c'est que vous soyez en mesure de dire, ben voilà, si je me place ici, que je fais une requête vers ce serveur, elle doit ou elle ne doit pas marcher pour telle ou telle raison, et dans ce cas, je dois ou je ne dois pas faire telle ou telle action pour que ça marche. Pareil ici, et que vous soyez à même de l'expliquer à quelqu'un. Voilà, je vous laisse le temps de la mise en pause de 5 secondes environ, avant de répondre à cette question, est-ce que ça marche et pourquoi, comment, ce qui sera fait dans les 5 secondes qui vont suivre. Donc je vous laisse le temps de compter jusqu'à 5 pour pouvoir mettre en pause et vous poser les questions avant de poursuivre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans les questions que j'avais posées, à savoir est-ce que, une fois que toute mon infrastructure réseau est établie, si j'ajoute ce serveur et que j'installe un serveur web ici, comment je fais par rapport à la config initiale qui ne connaissait pas le réseau marron mais qui connaissait que la ligne du haut et celle-ci, comment je fais pour que ça marche, qu'est-ce que je dois modifier, pourquoi ça fonctionne comme ça, donc répondre à ces questions. Alors pour y répondre, la première chose c'est de dire, bon, ce serveur doit avoir une IP, il doit être sur un réseau, et ce réseau doit être connecté à un des routeurs. Nous avons choisi le routeur R2 auquel nous avons mis une troisième carte. Cette troisième carte, nous l'avons mis sur un réseau interne que j'ai appelé marron. Nous avons ensuite démarré cette machine, lui affecté l'adresse 192.168.50.254 masquée en 24 bits, et nous avons affecté l'adresse 192.168.50.250 masquée en 24 bits pour le serveur.
Nous avons ensuite fait un ping entre le serveur et le routeur pour constater que ça fonctionnait. Donc le serveur est capable d'atteindre le routeur. Donc en fait la question maintenant c'est que nous nous posons, c'est pour nous pourquoi ça marche, si ça marche, et pourquoi ça ne marche pas si ça marche pas. Nous avons vu, j'ai montré que ça fonctionnait, mais en fait j'ai pas révélé si j'avais ou pas fait une modif. Alors en réalité j'ai fait aucune modif. C'est-à-dire que je me suis contenté de faire ce que je viens de vous dire. J'ai ajouté, j'ai mis l'adresse, j'ai indiqué la passerelle. J'ai vérifié quand même que ça marchait. Mais j'ai été déjà sûr que ça allait fonctionner. Alors maintenant, la question est donc pourquoi ? Si on reprend l'histoire au début, ce PC-là a comme passerelle ce routeur-là. Ce routeur-là a comme passerelle par défaut celui-là. Mais il a aussi un chemin dédié vers ce réseau-là qui, grâce à une métrique préférentielle, lui permet de passer par là quand R2 ne fonctionne pas, ou bien quand, tout le temps en réalité, même si R2 fonctionne. Par contre, nous avons vu aussi que si ce lien était HS, c'est-à-dire que si cette liaison ici ne se faisait plus, alors sans rien reprogrammer, ça passait par en haut pour atteindre le PC de droite. Tout ça, c'est ce que nous savons déjà, ce que nous avons compris, je l'espère, et ce que nous savons refaire. Mais ici, si on revient encore en arrière dans la manip, nous avions créé deux routes statiques vers le réseau bleu, c'est-à-dire 192.168.10.0, et vers le réseau noir, c'est-à-dire 192.168.40.0. Ça, c'était fait depuis le début, mais bien entendu, si ça n'avait pas été fait, rien n'aurait fonctionné. Ce que nous avons fait en configurant la carte réseau 192.168.50.254, c'est que nous avons, dans la table de routage, indirectement créé la route permettant de gérer tout ce réseau marron. Donc nous avons maintenant un routeur qui connaît la route vers le réseau marron, la route vers le réseau rouge et vers le réseau vert, mais aussi une route vers le réseau noir, une route vers le réseau bleu. Elle ignore la route vers le réseau gris. On pourrait lui rajouter, mais ça n'a aucun sens vu qu'elle n'y est pas connectée, qu'il ne sert à rien qu'il aille se balader par là. Mais on pourrait le faire, ça n'empêcherait pas de fonctionner. Alors pourquoi il n'y a rien à faire ? Parce que si maintenant on examine un paquet, donc quand je fais une requête ici, http ://192.168.50.250, mon PC fera appel à sa passerelle. Cette passerelle-là va examiner la route que je veux atteindre. Il s'agit de 50.250 en terminaison, donc le réseau 192.168.50. Il va donc faire appel lui-même à sa passerelle par défaut, et sa passerelle par défaut à lui, c'est cette adresse-là. Donc le paquet va remonter ici. Le routeur ici va se rendre compte que ce réseau, il sait l'atteindre, va renvoyer le paquet ici. Lorsque lui va vouloir répondre pour nous afficher la page web, il va faire appel à sa passerelle, il va donc envoyer le retour ici. Ce routeur-là connaît le réseau bleu, il va donc réinjecter de trafic ici. Ce routeur-là connaît le réseau bleu, il va donc réinjecter de trafic ici, et ça fonctionnera. De l'autre côté, pareil, lorsque ce PC va faire une requête, elle va venir dans la passerelle par défaut ici. Cette passerelle par défaut fait elle-même référence à sa passerelle par défaut ici. Lui connaît le réseau marron sur lequel se trouve le serveur, il va descendre ici. Lui répond sur sa passerelle par défaut qui est ici. Comme il vise l'adresse 192.168.40. Ce routeur-là va chercher la route permettant d'atteindre ça. Il la connaît, nous l'avons déjà créée. Il va donc injecter le trafic ici. Ce trafic ici est directement ressorti là, puisque ce routeur connaît ce réseau-là. Voilà pourquoi ça fonctionne. Si vous prenez le temps de bien expérimenter, de bien évaluer, de bien mettre en œuvre et de bien appliquer tous les conseils que j'ai pu vous donner au travers de cette série de 8 étapes concernant le routage statique, eh bien vous serez normalement en mesure de pouvoir réaliser un routage statique grandeur nature sur une base tout à fait standard. Alors évidemment ici en utilisant des Windows XP, le jeu est un petit peu faussé parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser ce type de machine aujourd'hui, mais les principes sont les mêmes, la manipulation des tables de routage et la compréhension, je dirais, des différents paramètres, notamment la métrique, le TTL, les routes, les masques,
font que si vous suivez et vous appliquez tous ces conseils, vous serez parfaitement capable et apte à pouvoir résoudre tous les problèmes de routage statique qui se poseront à vous.